Bienvenue à tous. Merci de rejoindre ce séminaire, ce webinaire sur la question des puits de carbone naturels. Peut-être juste en préalable, peut-être pour rappel pour certains, mais donc les webinaires rentrent dans des cycles dans le cadre de la mission observation de l'Agence d'urbanisme Épure. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a des webinaires qui sont programmés tous les mois. Ces cycles ont vocation à présenter sur un temps court soit des résultats liés aux observatoires de l'agence d'urbanisme, soit des éléments méthodologiques. Donc c'est plutôt dans ce cadre un petit peu d'apport méthodologique qu'on a préparé ce webinaire sur les puits carbone. Au niveau un petit peu formalisme de la séance, ce qu'on vous propose, c'est une présentation autour d'une trentaine de minutes sur la question des puits carbone et qui sera suivie d'un échange. Concernant l'échange, il sera uniquement par chat. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que si vous avez des questions, remarques, c'est de... Alors, attendez. C'est de passer par le chat pour poser ces questions. Et puis, je voulais aussi vous préciser que la séance sera enregistrée et sera mise à disposition après de l'ensemble des partenaires de l'agence d'urbanisme via le site internet. Alors, juste une seconde, je modifie une petite option de la réunion pour permettre à tout le monde de pouvoir entrer facilement. Hop, très bien. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le sujet du jour aujourd'hui, c'est la question des puits carbone. Donc ça rentre dans le cadre de l'Observatoire des transitions environnementales de l'Agence d'urbanisme Épure. Cette question des puits carbone nous a été posée notamment par la communauté de communes de Forest il y a quelques temps dans le cadre de leur plan climat. Cette intercommunauté se posait la question de la participation de son territoire sur les questions de captation et de stockage carbone à l'échelle de leur territoire, dans un objectif à la fois de le protéger, que ce soit en termes d'emprise sur la question des puits carbone, mais aussi au niveau des pratiques qui participent au stockage du carbone. Mais c'est aussi d'avoir une vision sur comment favoriser le stockage des grands flux carbone, notamment en travaillant peut-être sur les questions de changement d'affectation des sols, qui peuvent être une source d'émissions de carbone qui n'est pas forcément identifiée par les territoires, mais ça peut être aussi de favoriser un certain nombre de pratiques qui permettent de stocker du carbone. On pense notamment à toute la question de la filière de construction bois. Donc ce travail qui a été mené a permis d'interroger les différentes méthodes disponibles sur la question des puits carbone pour permettre d'appréhender comment on peut voir le stockage, mais aussi les flux carbone à l'échelle d'un petit territoire comme la communauté de communes de Forest. Et puis, à partir de ces éléments-là, pouvoir avoir une vraie évaluation qui puisse intégrer les politiques publiques du territoire. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui au niveau de la présentation, c'est d'abord un premier point sur la place de la question des puits carbone dans la transition énergétique, dans la transition carbone qui est à venir. Et puis, dans un deuxième temps, une présentation de la méthodologie et des principaux résultats qu'on a pu avoir sur ce territoire. Donc, c'est Anne-Gaëlle Contint de l'Agence d'urbanisme Épure qui vous présentera tous les aspects méthodologiques et présentation des principaux résultats. Alors tout d'abord, la question des puits carbone est vraiment apparue sur cette notion de neutralité carbone, dont l'objectif est donc d'atteindre une neutralité carbone à l'échelle de nos territoires à l'horizon 2050. Quand on parle de neutralité carbone, de façon un petit peu caricaturale, le principe c'est d'avoir autant d'émissions de gaz à effet de serre qui soient émis par un territoire qu'il y a de captation du carbone atmosphérique. Donc on est là sur une approche qui se veut assez théorique, mais donc l'objectif là de la mission, c'est justement d'arriver à alimenter en termes de données cette notion de captation de carbone sur un territoire. Donc si je reviens un petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'un puits carbone, il faut savoir que le carbone fonctionne un peu comme un cycle. On a souvent en tête la question du cycle de l'eau. Le carbone, c'est un petit peu le même processus. Ça participe sur un grand cycle à l'échelle planétaire. Donc, il y a différents éléments qui participent à la notion de stockage du carbone dans différents milieux naturels. Donc, il y a la question des océans, il y a la question du sol. Donc, il faut voir sur un certain volume. C'est que quand on parle de puits carbone naturels ou liés au sol, il y a à la fois tout ce qui est végétation aérienne, les arbres, les plantes qu'on voit pousser, mais il y a aussi tout le carbone qui peut être stocké dans le sol.
Et enfin, un dernier élément de stockage carbone qui est aussi plus connu, c'est tout le carbone historique qui est stocké dans les sols sous forme de pétrole et qui donc aujourd'hui est remis en circulation dans le cycle naturel via l'utilisation des ressources de pétrole pour nos modes de vie. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a un déséquilibre de ce cycle de carbone. Alors le déséquilibre, c'est vrai qu'on parle souvent d'équilibre carbone, mais donc c'est plutôt à l'horizon de l'histoire humaine, hein. Si on regarde l'histoire géologique, il y a des grandes évolutions, hein, sur ce cycle naturel avec des concentrations de carbone à l'horizon de l'histoire géologique qui peuvent être très différents. Mais à l'horizon de l'histoire humaine, il y a une certaine stabilité de la concentration du carbone dans l'atmosphère qui permet un équilibre global au niveau météorologique. Ce qu'on observe avec le déstockage du carbone lié aux ressources pétrole, c'est un déséquilibre qui s'observe, qui donc crée le changement climatique. Ce qu'on peut voir aujourd'hui en France, c'est que par rapport aux émissions de carbone à l'échelle nationale, aujourd'hui, la France absorbe à peu près 8% du carbone émis. Donc l'objectif de neutralité carbone cherche à jouer sur deux facteurs. D'abord, de limiter les émissions de gaz à effet de serre, donc avec des objectifs de réduction d'un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050, mais aussi de préservation et de développement des puits carbone. Le principe de cette neutralité carbone, c'est d'avoir l'ensemble de ce qui reste en production de gaz à effet de serre sous forme de carbone à horizon 2050 qui soit absorbé par les territoires. Donc on a une sorte de double bascule, d'un côté de limiter les gaz à effet de serre qui sont émis par les territoires, et d'un autre côté d'essayer de préserver, voire de développer l'absorption carbone par différents procédés. Donc vous voyez ici sur la diapositive les émissions et les puits carbone en France à horizon 2050 tel qu'énoncé dans le schéma national bas carbone, où on voit un équilibre entre les émissions et les puits carbone. Si on regarde un petit peu plus précisément les puits carbone, on est essentiellement sur des puits carbone naturels avec la question des forêts, la question des pots du bois aussi qui est identifiée comme un élément de stockage possible pour le carbone. Évidemment, les autres terres, hein, tout ce qui est pâture et espaces non urbanisés. Et puis, vous voyez en gris tout ce qui est des procédés plutôt technologiques de captation et de stockage de carbone. Face à cela, la réduction des émissions de gaz à effet de serre telle qu'escomptée dans le schéma national bas carbone a pour objectif de limiter fortement les émissions, notamment tout ce qui est émissions liées à l'usage de l'énergie. Le principe, ce serait d'avoir un usage de l'énergie qui soit neutre en carbone, qui n'ait plus d'émissions de gaz à effet de serre, pour préserver quand même un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre qui sont très difficiles à enlever, notamment tous les gaz à effet de serre liés aux procédés industriels ou aux procédés agricoles. Aujourd'hui, quand on regarde le territoire de Forez que nous avons étudié, les émissions non énergétiques, donc liées vraiment aux procédés industriels et agricoles essentiellement, représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc le principe de ces puits carbone, c'est vraiment de compenser ces émissions qu'on imagine comme incompressibles à horizon 2050 par la création, la préservation de puits carbone naturels et technologiques. Donc aujourd'hui, la présentation va essentiellement être ciblée sur les puits carbone naturels via les différents espaces présents sur le territoire de Forest. Alors peut-être juste pour vous indiquer un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, donc le schéma national bas carbone expose ce grand objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Ces éléments sont aujourd'hui repris dans un certain nombre de politiques locales. Donc le SRADET aujourd'hui Auvergne-Rhône-Alpes, dans sa règle numéro 24, inscrit la question de la trajectoire neutralité carbone à horizon 2050 comme un objectif des documents de planification. Et puis, si on regarde un petit peu plus précisément dans les différents codes, notamment le code de l'environnement et le code de l'urbanisme, la notion de la séquestration
séquestration carbone, du stockage carbone et identifié à la fois dans les plans climat en termes de diagnostic, mais aussi de mesures opérationnelles. Et c'est aussi indiqué dans le cadre des SCOT. Donc, il y a dans l'article 141.10 du Code de l'urbanisme, c'est précisé que le document d'orientation des SCOT doivent favoriser l'accroissement du stockage carbone sur le territoire. Donc, ça commence à être des choses qui sont vraiment inscrites au niveau légal, aux différents échelons de l'aménagement du territoire. Pour permettre de répondre à ces objectifs, il est nécessaire d'avoir une meilleure connaissance des puits carbone au niveau des territoires pour comprendre la participation du territoire à la neutralité carbone en termes d'émissions, mais donc aussi en termes de captation carbone, pour identifier les leviers de préservation, voire de développement de ces puits. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a cherché à mesurer à la fois le stockage carbone, mais aussi d'identifier les flux en œuvre en termes de carbone sur le territoire. Alors, comme il y a un certain nombre de participants qui ne sont pas du territoire, on voulait quand même vous préciser un petit peu la situation géographique de Forest. Donc Forest est une communauté de communes de 42 communes avec autour de 64 000 habitants qui est située dans la Loire. C'est un territoire plutôt à dominante rurale et qui a comme particularité et comme richesse, une des richesses qui est traversée par le fleuve Loire. Oui, dites-moi. Et enfin, juste quelques petits repères pour la bonne compréhension de tout le monde, parce que vous verrez qu'on va beaucoup parler en tonnes d'équivalent CO2. Donc, on voulait vous mettre quelques petits repères. Donc, quand on parle de 1 tonne équivalent CO2, ça équivaut à peu près à un vol aller-retour Paris-New York en avion, à peu près 4000 km de voiture ou environ 7 mois de repas consommés par une personne en France. Oui. Voilà. J'en arrête là sur ces propos introductifs. Je laisse tout de suite la parole à Anne-Gaëlle Contin de l'Agence d'urbanisme épure qui va vous présenter un petit peu plus les aspects méthodologiques et les résultats qu'on a pu observer sur le territoire de Forêt-Est. Oui, bonjour à tous. Alors pour cette estimation de la séquestration carbone sur le territoire de Forêt-Est, on a utilisé un outil proposé par l'ADEME, qui est l'outil ALDO. On peut passer à la diapo suivante. L'outil ALDO, voilà, qui a été développé pour travailler sur ces questions de séquestration carbone au niveau des PCAET, des plans climat. Donc, il permet de mesurer à la fois les stocks, donc à un instant T, à la fois dans le sol à litière, donc les quelques centimètres au-dessus du sol, et puis tout ce qui est végétation. Donc 4 réservoirs, plus également les stocks dans les bois d'œuvre et bois énergie, bois d'œuvre et bois industriels. Également, il permet de mesurer les flux de carbone, donc ce qui vient en fait augmenter ou se retrancher au puits de carbone. Alors, il prend en compte pour ça les flux donc de séquestration dans le bois, hein, et également tout ce qui est changement d'affectation du sol. On peut passer à la suivante. Alors, l'outil ALDO travaille avec des données par défaut. Le tableur n'est pas vide, en fait. Ces données, par contre, c'est des grandes données moyennées, donc qui sont travaillées à l'échelle nationale ou de grandes régions biogéographiques. C'est pour ça qu'il est utile de regarder si on dispose de données plus précises à l'échelle du territoire, ou si ce n'est pas le cas, d'au moins d'en vérifier la représentativité. Notamment, ALDO propose, en termes d'occupation du sol, Core Land Cover 2012, en tout cas dans sa version, la version qu'on a utilisée. Donc, on a proposé de substituer les données Core Land Cover par des données plus précises avec l'outil partenarial Spot Thema de 2015, qui a été utilisé pour les stocks de carbone et également pour les variations au niveau des flux. Il est possible aussi d'intégrer dans l'outil des éléments sur les changements de pratiques agricoles, par exemple passage en agroforesterie ou en semi-direct, si des données figurent sur le territoire, parce que c'est un volet qui n'est pas pré-rempli. Voilà. Donc à ce niveau-là, on a contacté la DDT et puis le contrat de rivière Coise pour voir si les données étaient exploitables, donc ce n'était pas le cas. Et enfin, on a préféré garder les données, les grandes données moyennées recalculées à l'échelle du territoire au niveau des récoltes en bois,
puisque on a eu un regard de FIBOIS 42 sur les estimations, donc qui étaient de bons ordres de grandeur par rapport au territoire, donc qui étaient localement relativement exacts. On peut passer à la suite, voilà, pour voir comment ça a été substitué, ce que ça a pu apporter, ces données SpotThéma. Alors, ça a permis d'apporter plus de précision, hein, puisque on a une résolution qui est 4 fois plus précise par rapport à Core Land Cover. Et notamment, ça a permis de mettre en évidence la captation carbone par les sols artificiels, mais non recouverts. Les jardins, les espaces interstitiels dans le tissu urbain. Et également, on a eu des données sur les haies, voilà, qui étaient très partielles dans l'outil ALDO. C'est des données IGN, donc assez partielles. Donc, ça a permis d'affiner ces éléments-là. Donc, comment ça a été fait? L'ADEME, pour travailler sur ALDO, a fait un reclassement depuis Core Land Cover par rapport à des classes ALDO, hein, de séquestration carbone. Donc, il a fallu faire la même chose depuis SpotThéma. Ça a été réalisé sur la base d'un entretien avec l'ADEME, sur un critère principal qui est le niveau de recouvrement des sols. Voilà, de sols vraiment imperméabilisés à sol naturel, voilà, en forêt, en prairie. Et donc des choix ont été faits, notamment d'agréger culture et prairies pour le calcul des flux. Parce qu'il faut savoir qu'ALDO considère que les prairies permanentes ont une séquestration carbone qui est égale à 0 s'il n'y a pas de changement au niveau de l'affectation des sols ou de changement de pratique. Donc, on a vu que les changements de pratique, on ne les prenait pas en compte pour notre estimation. Et notamment, sur la période considérée, on n'avait pas de passage de prairie en culture ou de culture en prairie. Donc, on a agrégé les deux typologies. En revanche, les prairies permanentes comptent dans le stock, voilà, de carbone du territoire. Donc là, pour pouvoir les distinguer depuis SpotThéma à 29 classes, on a utilisé le filtre du registre parcellaire graphique 2017, donc la classe des prairies comme un filtre, là sur SpotThéma, pour pouvoir distinguer ces prairies permanentes des cultures. On peut passer à la partie stock. Voilà, premier volet qu'ALDO permet d'estimer les stocks de carbone. Donc vous avez ici quelques éléments chiffrés que donne ALDO, donc sur les ratios par type d'occupation du sol à l'hectare, à la fois pour le sol et la végétation au-dessus. Donc il se base sur des ratios à l'hectare, hein, à partir d'études des sols qui sont recalculés à l'échelle de l'EPCI. Donc on voit qu'il y a des stocks qui sont très variables selon les occupations du sol et la gestion qui est faite aussi. Notamment, si on regarde les prairies, c'est presque le double du stock des cultures. Les prairies et cultures, c'est tout ce qui est en jaune. Et puis, si on regarde les forêts, donc les feuillus et conifères, hein, on est sur plus de 3 fois le stock dans les cultures. Voilà. Et puis, on voit qu'il y a une contribution des zones humides et des sols artificialisés non recouverts aussi. Alors, on arrive au premier résultat que donne ALDO, donc la répartition du stock dans la partie sol et dans la partie végétation. Donc, on voit que 82% se trouvent dans les sols et la litière. La litière, donc la couche au-dessus du sol. Donc, des stocks surtout dans les sols. Et la biomasse qui contribue à hauteur de 18%. Donc, si on vient préciser ça, vous avez ici le détail de la répartition du stock pour le sol à gauche et pour la biomasse à droite, en fonction du type d'occupation du sol. Donc, on voit que les 82% de stock dans les sols, c'est notamment dans les sols agricoles qu'ils se trouvent, hein, 68% dans les cultures et les prairies, notamment dans les prairies en vert clair. Et si on regarde à droite, sur le territoire, il y a 18% du stock de carbone donc dans la biomasse, et donc ce qui se répartit essentiellement dans les forêts, voilà, notamment les forêts de feuillus, hein, donc ce qui est en vert. Et on remarque quand même une contribution des haies, hein, ce qui est en orange à droite, à hauteur de 10%, donc ce qui n'est pas négligeable sur le territoire. Alors ici, on peut comparer la contribution d'un type d'occupation du sol au stockage, à gauche,
avec à droite la surface correspondante sur le territoire pour cette occupation du sol. Donc si on voit par exemple que les prairies, donc, qui dominent sur le territoire, on a beaucoup de systèmes herbagés, elles totalisent 38% du stock de carbone total. Donc là, on est sol et végétation confondue, mais hors produit bois. Par contre, les 30% de culture stockent à peu près 2 fois moins de carbone que les prairies. Hein. Et puis les forêts, donc on est sur 16% en tout sur le territoire. On est sur 2,5 fois moins que les prairies. Mais elles contiennent par contre 29% des stocks de carbone du territoire, donc seulement 1,3 fois moins. Alors, on a regardé le stock dans les sols et la végétation sur pied. Aldo permet aussi d'avoir une estimation sur le bois. Donc, en fait, c'est un prolongement hein, de l'arbre sur pied qui va être transformé à travers une filière. Hein. Le carbone qui est stocké dans ce bois, il y reste pendant toute la durée de vie du produit. Alors, en l'occurrence, on a une maison en bois. On a une petite maison en bois. Qui peut stocker 15 tonnes équivalent carbone dans sa structure et 3 tonnes équivalent carbone dans les aménagements intérieurs, lambris, parquet. Donc, si on compare avec la maison en structure bois à laquelle s'est substituée cette maison, la maison en structure béton à laquelle s'est substituée la maison en bois, par contre, on est sur une émission de 43 tonnes équivalent carbone. Parce que les éléments, le ciment, l'acier, permettent sont plus énergivores voilà, que le bois, qui permet par exemple, c'est 4 fois moins que le béton à poids égal au niveau de l'énergie nécessitée pour la construction. Alors vous avez ici les sorties Aldo pour le stock dans le bois d'œuvre d'industrie. Donc en fait, on a deux possibilités hein, données par Aldo. Soit une répartition par production, donc c'est ramené à la récolte de bois du territoire, soit une répartition par consommation, donc là le stock national est ramené à la population du territoire. Donc c'est l'approche par défaut qui est utilisée, qui sera présentée aussi dans la suite. Donc on est sur 428 kilotonnes équivalent carbone hein, dans le bois d'œuvre et bois d'industrie. Donc ici on a le total hein, du stock, donc, qui est estimé à 17 millions de tonnes équivalent carbone. Donc on voit que c'est surtout une contribution de la biomasse et des sols à 98% et que les produits bois contribuent à hauteur de 2%. Alors, second volet qu'Aldo permet d'estimer, c'est les flux. Alors, quelques éléments sur les flux tout d'abord. Notamment ici, vous avez le cas du passage d'une zone de culture en prairie, alors qui amorce, depuis le changement d'affectation du sol, un stockage de 1,8 tonnes équivalent carbone par hectare et par an pendant une durée de 20 ans. Alors, le cloquin inverse, donc un déstockage hein, dans le cadre du passage d'une forêt conifère et feuillue en parking. Donc là, on va avoir immédiatement un déstockage de 580 tonnes équivalent carbone par hectare, ce qui correspond en fait au trajet de 150 personnes avec leur véhicule personnel sur un an, voilà, pour avoir une estimation. Et en plus, donc on aura ce déstockage dans l'atmosphère, et en plus, on aura une perte du rôle de puits de carbone que jouait la forêt, qui pouvait stocker de 11 à 37 tonnes équivalent carbone par an. Alors voici le type de sortie de l'outil hein, pour les flux. Donc sur le graphique que vous avez, les valeurs qui sont en négatif sont des séquestrations, et en positif, ça va être les émissions vers l'atmosphère. Donc vous avez ici, on voit que la séquestration principale, hein, c'est le fait de la forêt, à hauteur de près de 50 kilotonnes équivalent carbone par an. On voit qu'il y a aussi une contribution, là, ce qu'on voit en violet, des produits bois, du passage en produits bois. En grisé, c'est la création de parcs, hein, d'espaces verts. Et puis une petite contribution aussi, la création des zones humides, en bleu. Alors, les déstockages sont le fait majoritairement de l'artificialisation des sols.
à hauteur de 8,3 kilotonnes équivalent carbone. Et donc ça va être pour l'essentiel ce déstockage. Et puis également, le 0,5 que vous avez, c'est le passage de forêts et de zones humides en prairies et cultures. On peut faire un bilan avec ces éléments. Donc avec sur l'image du stockage en 2015, un total de 17 millions de tonnes équivalent carbone, donc un stock pérenne, et puis un flux annuel moyen sur la période considérée 2005-2015 de moins 45 000 tonnes équivalent carbone, donc c'est-à-dire de la séquestration. Alors, ces 45 000 ou 45 tonnes équivalent carbone, si on les met en face des émissions du territoire sur l'année 2016, donc qui sont estimées à 497 kilotonnes équivalent carbone, on voit qu'on peut estimer qu'il s'agit d'une compensation qui correspond à l'ensemble des postes des émissions du résidentiel, des transports non routiers et des déchets. Donc en 2016, la séquestration carbone, c'est 6% des émissions totales. Et on a vu qu'il s'agissait de compenser les émissions non énergétiques. Donc on est sur une compensation à hauteur de 32%. Alors je vais terminer avec quelques éléments sur le champ des possibles, les actions puits de carbone, avec un premier renseignement à avoir en tête pour ce type de démarche. Vous voyez sur le graphique ici des trajectoires de déstockage, notamment le passage de prairies en culture ou de forêt en culture, et de stockage, notamment de culture en forêt ou de passation de culture en prairie. Donc on voit que la séquestration, c'est un processus relativement long et laborieux, ça prend plusieurs décennies. Donc les sols, par contre, vont déstocker assez rapidement leur carbone. Et deuxième élément, c'est qu'on voit qu'on atteint un palier au niveau du stockage à un moment donné. Donc on considère que au bout d'un moment, les systèmes sont à l'équilibre, donc vont émettre autant de carbone qu'ils vont en stocker. Donc voilà ce qui tend à montrer que des systèmes comme des forêts, certaines forêts ou des prairies permanentes, c'est compliqué de pouvoir augmenter leur capacité de stockage de carbone qui est déjà à l'équilibre. Alors, donc ça tend à montrer qu'en termes d'action, finalement, il y a une combinaison à trouver entre des actions de maintien des espaces qui sont déjà des puits ou des stocks, avec des pratiques qui permettent d'améliorer le captage du carbone dans certains espaces. Notamment, on pense aux espaces agricoles. Hein. Donc, c'est l'agroforesterie, c'est également ça peut être la méthanisation avec retour au sol des résidus. Passage également sur des systèmes plus extensifs, avec par exemple un chargement animal moins important à l'hectare. On pense également aux opérations dans le tissu urbain, donc ça peut être des actions, une réflexion sur la pleine terre et puis la végétalisation. Et puis on a vu aussi que le levier bois, la filière bois, c'était un levier assez réactif sur les puits de carbone. Donc selon les territoires, ça peut être l'un ou l'autre des leviers, mais ça peut être aussi des démarches de soutien aux filières, construction bois ou filière bois industrie. Alors finalement, ces actions démarches puits de carbone, elles ont un intérêt finalement quand elles sont associées aussi à d'autres, dans le cadre des politiques plus larges, à d'autres bénéfices. On parle beaucoup de la sobriété foncière en ce moment. C'est vrai que des actions de maintien sur le territoire de terres agricoles permettent de maintien de l'activité, mais aussi le maintien de la capacité de stockage de carbone. On pense aussi aux actions en termes
d'approvisionnement local, qui peuvent permettre de toucher des labels de qualité, notamment pour remplir l'objectif de la loi Egalim qui demande à ce qu'il y ait 50% de produits avec des labels qualité au niveau de la restauration collective, tout en, encore une fois, maintenant les capacités de stockage dans ces terres productives. Effectivement, les différents éléments qui structurent le paysage et constituent des éléments aussi de continuité écologique, hein, les haies, les bosquets, c'est aussi des éléments qui stockent du carbone. En termes de politique de déchets, voilà, sur les espaces verts ou les déchets des particuliers, tout ce qui s'accompagne d'un retour au sol de la matière organique est intéressant aussi pour augmenter le stockage de carbone. Et enfin, on a vu que on pouvait également s'intéresser à la filière bois, notamment, ça peut être augmenter la part de bois dans les équipements qui sont construits. Voilà. Vous avez ici le collège de Vauche avec une ossature bois et un plancher bois, donc qui est en lien avec des hauts niveaux de performance en termes d'isolation également. Et enfin, et je vais terminer là-dessus, pour vous dire que les questions de puits de carbone ont aussi un agenda en ce moment. Les États membres de la Commission européenne le mois dernier, ils se sont mis d'accord sur un principe de baisse nette des émissions de gaz à effet de serre et donc sur l'ensemble de la Commission européenne. Donc ce caractère net implique aussi une compensation des émissions par les puits de carbone, justement. Et puis la loi climat et résilience, qui est en ce moment en cours de navette parlementaire, bientôt en examen au Sénat, fait également référence à cette notion de puits de carbone. Merci Anne-Gaëlle pour la présentation à la fois méthodologique et des résultats sur le territoire de Forest. Nous avons la chance d'avoir Monsieur Grishka-Lévy, qui est la personne en charge du plan climat sur la communauté de communes de Forest. Je propose peut-être de lui laisser la parole pour qu'il nous fasse un retour un peu sur comment le territoire s'approprie cette notion de puits carbone dans le cadre du plan climat et dans le cadre des politiques publiques du territoire. Grishka. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Je pense que la présentation qui a été faite a déjà bien résumé le travail qu'on a pu faire effectivement sur Forest avec l'appui donc d'Épure. Effectivement, pour nous, c'était important dans le cadre du plan climat qu'on ait cette connaissance préalable sur ces sujets-là, puisque le plan climat a vocation à réduire les émissions de GES, réduire l'impact carbone des activités. Mais c'est vrai qu'en termes de stockage et de puits de carbone, c'est difficile de se fixer des objectifs quand on ne sait pas où on va. Donc, c'était important qu'on soit accompagné par Épure sur ces éléments-là. Et c'est vrai que le travail qui a été fait, c'est la diapo qui reste affichée, montre qu'il y a quand même pas mal de volets dans lesquels on peut agir à la fois sur les émissions de carbone, ça c'est une chose, mais aussi sur le stockage. Et ça, c'est peut-être, je dirais, presque plus important dans la mesure où c'est souvent des volets qu'on a peut-être tendance à, sans forcément les oublier, mais au moins les omettre un petit peu du fait qu'ils sont moins faciles à appréhender. C'est vrai que quand on va aller travailler sur la restauration collective, sur du PAT, par exemple, on va tout de suite penser à la réduction du transport, la réduction du temps de stockage, etc., pour limiter l'impact carbone induit par l'alimentation. Par contre, comment est-ce qu'on va aller faire du stockage carbone en agissant directement à la source sur les modalités de production agricole et autres, c'est peut-être des choses qu'on a moins en tête et qui nous sont permises via cette étude de mieux prendre en considération. Puis c'est pareil. Après, c'est vrai que ce qu'on en déduit quand même de cette étude, c'est que finalement, il y a une grosse part à faire sur limiter les émissions de carbone. Il y a une grosse part à faire sur préserver les puits de carbone. Et c'est sûrement plus important encore que d'en créer. On voit bien la difficulté qu'il peut y avoir à créer des espaces de stockage de CO2. On voit
plutôt le levier dans la préservation de ces espaces. Et du coup, ça redonne aussi un nouvel élément de cohérence à toutes ces actions qu'on peut faire sur les milieux naturels, sur les haies, sur toutes ces missions qu'on porte déjà par ailleurs, mais auxquelles on apporte une nouvelle dimension. Voilà un petit peu pour nous sur le territoire. La suite de cette étude, c'est, disons, voilà, la prise en compte. On est actuellement en train de faire un diagnostic pour avoir une meilleure connaissance plus fine de ce que sont les linéaires de haies à l'échelle de notre territoire, de qui les entretient, de quelle fonction est-ce qu'ils ont. Cette fonction de puits de carbone est bien entendu prise en compte. Et puis, ça permet aussi d'aller travailler sur des projets urbains en intégrant plus systématiquement, on va dire, de la végétalisation et comme stockage de CO2, mais aussi, par exemple, comme gestion des eaux pluviales. Et on se rend compte qu'en fait, quand on agit sur un volet, finalement, c'est assez facile d'être très transversal dans ce qu'on fait. Voilà un peu pour nous, pour notre territoire. Si je voulais juste signaler, pardon, une dernière phrase, c'est que je vous ai mis dans le chat un lien vers une étude de l'ADEME qui analyse un peu cette notion de neutralité carbone et qui conclut entre autres que finalement cette neutralité carbone à l'échelle d'un territoire, elle a de sens que pour valider, que pour donner de la légitimité aux actions qui peuvent être portées localement. Mais finalement, atteindre la neutralité carbone à l'échelle d'un territoire, à l'échelle micro, en fait, ça n'a pas de sens. Et que finalement, cette neutralité carbone, elle n'a de sens qu'à l'échelle soit des États agrégés au sein d'un accord tel que l'accord de Paris, par exemple, ou voire à l'échelle mondiale, mais qu'en fait, il y a toujours des émissions induites qui fait qu'un territoire à son échelle propre ne peut pas compenser 100% de ses émissions. Enfin, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça permet de légitimer les actions qu'on peut faire localement et ça, c'est déjà très bien. Voilà, merci. Merci Grishka pour ce retour. Effectivement, je pense qu'il faut être aussi assez prudent sur cette notion de neutralité carbone et de l'échelle d'approche de cette notion qui se veut plutôt une notion globale, comme tu le précisais Grishka, à l'échelle, j'allais dire, plutôt planétaire. En revanche, c'est vrai que dans cette question de structuration des politiques publiques à l'échelle des territoires, ça permet aussi de se donner un cap, une direction, de permettre aussi de savoir où on en est et comment le territoire évolue aussi en termes de stockage et de flux. Et puis, ça peut aussi permettre de travailler éventuellement sur des coopérations interterritoriales. C'est vrai que là, le territoire de Forest a la particularité d'être assez peu boisé et d'autres territoires plus boisés, notamment, ont un stockage plus important. Donc, je sais qu'il y a des réflexions, notamment menées par la métropole de Lyon, sur de la gestion durable de forêts qui ne sont pas sur leur territoire, justement pour faciliter leur neutralité carbone en tant que grande agglomération, mais qui n'a pas de capacité de stockage. Donc, ça peut être aussi une façon de donner un petit peu à voir sur des questions de transactions territoriales en matière d'énergie et de neutralité carbone. Alors, nous avons une question dans le chat d'Adam Gibaud du PNR du Pilat qui pose la question de savoir comment on peut mesurer le potentiel un petit peu de puits carbone via les différentes actions qui sont présentées donc sur la diapo qui est toujours affichée. Peut-être, moi, pour donner quelques éléments de réponse, et puis je laisserai Anne-Gaëlle compléter. C'est vrai qu'aujourd'hui, les outils de modélisation ne permettent pas d'avoir un peu un état général du potentiel puits carbone d'un territoire si je caricature, sans activité humaine ou si tout était boisé. En revanche, il est tout à fait possible d'évaluer un certain nombre d'actions en termes de participation au puits carbone. Je pense notamment l'exemple des haies, qui est peut-être un des plus simples, l'outil qui a été utilisé, et puis un certain nombre de coefficients de conversion qui permettent de le mesurer, permettent de savoir si on plante tant de linéaires de haies, quelle va être la participation à l'effet puits carbone. Il y a aussi des études, mais alors qui sont un petit peu plus précises sur la gestion agricole qui permettent de voir et de comparer différentes
différentes pratiques agricoles d'un point de vue du puits carbone. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'évaluation un peu globale. Et il me semble que si on commence à parler de système alimentaire et d'évolution du système alimentaire, on aura plus de difficultés à évaluer leur impact direct sur cet aspect puits carbone. Je laisse peut-être compléter, Anne-Gaëlle. Oui, alors effectivement, on est bien sur un outil de sensibilisation et qui donne une première estimation, plutôt que sur un outil de prospective qui permet notamment de faire ce que demandent les PCAET en mettant en place des éléments prospectifs sur comment la forêt peut contribuer au puits de carbone. Si on reste sur l'aspect mesure sur l'agriculture, il y a l'outil également ADEME qui s'appelle agrotransfert, qui permet d'aller plus loin justement en regardant finement les changements au niveau des pratiques. C'est utilisé pour regarder au niveau vraiment transfert de matière organique voilà, et performance des exploitations. Mais il y a aussi un volet sur les transferts au niveau carbone, donc ce que ça peut donner, et puis on peut faire des scénarios. Voilà. Et peut-être pour précision, je pense qu'une des forces de l'outil Aldo notamment, et de cette approche un petit peu globalisante sur l'aspect puits carbone, c'est de montrer aussi le lien qu'il y a entre les différentes politiques publiques et la question des puits carbone, et de pouvoir aussi montrer que des politiques liées à du renforcement de la filière bois, des questions alimentaires, des questions de biodiversité sont aussi des politiques qui permettent de participer à ce grand objectif de neutralité carbone, et de montrer aussi que c'est un certain nombre, c'est la somme de l'ensemble de ces politiques qui va permettre vraiment au territoire de s'approcher, de se rapprocher au mieux de cet objectif de neutralité carbone, notamment sur ce volet puits carbone. Bon, j'ai pas vu d'autres questions sur le chat. Je vous propose peut-être qu'on clôture le webinaire. Un élément en plus sur le tableur, là. Donc, il a été mis à jour donc avec des nouvelles données agriculture et forêt, et également une possibilité de réaliser l'analyse au niveau communal. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant, c'était au niveau uniquement EPCI. Également, les données Corinne Landcover 2018 ont été intégrées à l'outil. Ok, donc ce qui permet éventuellement d'avoir une approche, peut-être une première approche rapide pour les territoires qui souhaitent avoir une première analyse via cet outil Aldo. Bien, je vous remercie tous de votre participation. Juste avant qu'on clôture le webinaire, donc comme je vous disais en début de séance, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires qui sont organisés dans le cadre de la mission observation de l'Agence d'urbanisme épure. Donc il y a des nouvelles programmations donc, de webinaires qui vont bientôt avoir lieu. Donc le prochain webinaire sera sur les impacts du Covid sur l'aspect économique, donc le 1er juin. Le 15 juin, il y aura un webinaire sur la question de la nature en ville. Le 22 juin, sur les questions de données relatives à l'occupation du sol. Le 1er juillet, ce sera sur l'Observatoire local des loyers. Et enfin, le 6 juillet, sur cette notion de zéro artificialisation nette. Et bien entendu, on vous fera part de la suite de la programmation pour l'année 2021, donc parce que les webinaires continueront bien évidemment fin de l'été et automne. Je vous remercie à tous de votre participation. N'hésitez pas à revenir vers l'agence d'urbanisme si vous voulez avoir des éléments un petit peu plus fins sur ce qui vous a été présenté, les supports de présentation. Si vous avez des questions un petit peu plus techniques, on reste à votre disposition. Je vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci, au revoir.